Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 6 de la saison 2 du Guide Michelin. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite erreur humaine, j'ai oublié le béret. Mais c'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher de faire cet épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier Gallet dans les locaux de Pels et on va discuter des cordes. Olivier, est-ce que tu peux te présenter ? Olivier Gallet, je travaille chez Pets depuis 13 ans et actuellement je travaille sur de la formation pour les revendeurs, distributeurs Petzl pour bien connaître les produits. Tout ce qui est technique, donc technique de corde, technique d'utilisation des appareils. Et là, on est dans les locaux, ça s'appelle V-Access, c'est l'endroit où vous essayez toutes les techniques, toutes les méthodes, toutes les manœuvres. C'est ça, et où on forme les clients. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est les cordes. Ces cordes, c'est quoi ? Donc c'est quoi déjà une corde ? Alors une corde qu'on utilise pour l'escalade, la montagne, l'alpinisme, la spéléo, le canyon, c'est de la matière qui est soit du polyamide, soit du polyester. Donc c'est du pétrole. C'est du pétrole. Okay. Voilà. Pas de corde en film naturel pour le moment. Les premières utilisées l'étaient. Le chanvre, par exemple. Le chanvre, voilà. Donc, gros diamètre, mais elles n'avaient pas toutes les caractéristiques techniques. Elles n'étaient pas élastiques, donc elles absorbaient rien. Et puis, elles n'étaient pas très solides. Donc, on va revenir là-dessus, sur tout ce qui est solidité et élasticité, parce que c'est essentiel dans les cordes. Et techniquement, comment c'est foutu ? Alors, techniquement, il y a une âme qui fait la résistance. D'accord, qui est tressée. Donc, c'est des fils de nylon tressés. Ouais, c'est des fils de nylon tressés qui sont traités différemment entre les cordes très dynamiques et les cordes moins dynamiques. Ok. Et puis, par-dessus, pour protéger, on a une gaine. Voilà. D'accord, qui est aussi en nylon. Qui est en polyester ou polyamide. D'accord, donc, et qui sera un peu plus solide, qui, elle, est là pour tout ce qui est frottement, usure. Usure. Voilà, alors que la gaine est là pour la résistance. C'est ça, si on fait simple. Cette corde, on peut la classer dans pas mal de types de matos. Donc ça peut être du matos dit de sécurité entre guillemets. Donc moi j'appelle ça du matos de prévention. C'est comme un garde-corps, c'est-à-dire elle va nous empêcher de tomber. Si moi je veux aller visiter le début d'une barre rocheuse, si je mets une corde entre toi et moi, si je glisse, tu vas m'arrêter tout de suite. Donc la chute n'aura même pas eu lieu que je serai déjà arrêté. Donc pour moi, c'est vraiment du matériel de prévention et c'est un des points de la corde qui est hyper important pour moi en montagne. C'est pour toutes les situations un petit peu incongrues où la chute peut être vraiment à très haute conséquence, on installe la corde. Je vais aller voir un petit bout de pente, juste l'entrée de la pente à quitter de la neige, je mets une corde. Je dis à un copain, attends, je vais voir. Tu vas voir quoi ? S'il y a un trou, s'il y a une falaise, s'il y a une barre. Donc tu mets un bout de corde, un petit bout de relais et le problème est tout de suite annihilé avant qu'il arrive. C'est ça. Donc, matériel de prévention hyper important pour moi, c'est comme ça que j'utilise majoritairement du temps. C'est pour justement éviter toutes ces situations où on dit « attends, je vais voir ». Quand on dit « attends, je vais voir », il faut mettre quelque chose en place. Voilà. Mais ça peut aussi servir de matériel de progression. Voilà, donc de progression dans ce sens-là, c'est-à-dire on va aller d'un endroit à l'autre et on doit traverser par exemple une crevasse. On sait qu'il y a une chute potentielle, on met en place une corde. Ou alors on doit faire un rappel pour aller voir en dessous si on y est. On progresse sur la corde. Voilà. Donc je viens de parler de chute en crevasse. Donc là on passe dans du matériel dit de protection. Protection avant ça, c'est comme quand je grimpe, je vais utiliser ce matériel-là pour justement me protéger de la chute. Donc je vais quand même tomber en escalade sportive et c'est la corde qui va me protéger, m'empêcher d'aller par terre. Voilà. Donc elle m'assure de la protection. Et on va voir quel type de corde pour chaque utilisation. Elle va me protéger de deux choses du coup. Dans ce cas-là, elle va me protéger de toucher le sol. Et elle va me protéger de me faire mal si j'ai choisi la bonne corde. Voilà. Au niveau force de choc, absorption de l'énergie. Voilà. Donc parce que si on a une corde par exemple qui n'absorbe pas l'énergie et qu'on tombe dessus, c'est notre corps qui va absorber l'énergie. Voilà. Donc on peut se faire découper en morceaux. Comme un pilote de chasse cassé en deux, juste par le fait d'une simple chute. Par exemple avec la corde de chambre. Exactement. Matos de protection. Donc la corde, c'est un peu un outil magique parce que ça fait donc la prévention, la protection. Et si au cas où, pendant la protection, donc dans ma fameuse chute en crevasse, j'ai pas réussi à arrêter la personne ou elle s'est blessée, ça va devenir du matériel de secours, voilà. Sauvetage. Donc là, la corde, elle va avoir une troisième action, c'est qu'elle va me permettre de
d'extirper quelqu'un d'un mauvais pas. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'outil de la montagne. C'est l'outil du montagnard parce qu'il permet d'éviter les problèmes, il permet de pallier aux problèmes, c'est-à-dire la chute, et il permet aussi de les résoudre si la personne va encore bien. Donc c'est vraiment un outil que je trouve très très important. Alors moi, venant de l'escalade, de la cascade, de la montagne, c'est un outil que j'ai toujours eu dans les mains. Et c'est vrai que dans le monde du ski, c'est un outil que peu de skieurs connaissent parce qu'ils viennent plutôt de la glisse, des stations dites alpines. Oui. Donc ils n'ont pas cette notion de verticalité. Ils n'ont pas cette connaissance de l'outil corde. Exactement. Ouais. Et je trouve que c'est essentiel d'avoir un petit bout de corde dans son sac à dos quand on va en montagne, que ce soit de la randonnée à pied, un bout de via ferrata, de la montagne, du ski. Un petit bout de corde, ça dépannera toujours. Donc maintenant, on va voir les types de cordes. Donc on a vu qu'il y avait des cordes qui permettaient de pallier à une chute, d'amortir une chute ou alors de tirer quelqu'un. Et donc il y a plusieurs familles. Et ces familles, ce sont ce qu'on appelle les cordes dynamiques à simple. Donc dynamique, on a bien compris, c'est une forme de ressort. Ouais, c'est un élastique. Hein. Voilà. Si tu tires dessus, ça s'allonge. Ok. Voilà. Et après, quand on dit à simple, c'est qu'il n'y a qu'une seule corde. Ouais. Voilà. Elle est un peu grosse. Voilà, un peu grosse. Alors quand il dit un peu grosse, c'est le diamètre moyen, c'est 10 mm. Ouais. Donc c'est quand même pas très très gros. Les non, plus grosses, ça va à 12. 12, il n'y en a peut-être même plus aujourd'hui. En dynamique, il n'y en a plus en 12. Voilà. Donc c'est pas gros. 10, c'est moins que mon petit doigt, quoi. Voilà. Qui nous permettent par exemple de faire les sports comme l'escalade. La grande voie, c'est de l'escalade. En fait, c'est tous les sports où il va y avoir une ascension et une chute potentielle. Ouais. Donc c'est pour faire la protection de cette chute. Et pour protéger cette chute, il faut de l'absorption. Ouais. Voilà, pour pas que le corps reçoive, mais aussi pour pas que les ancrages reçoivent trop. Par exemple, si on fait du terrain d'aventure, c'est bien d'avoir une corde qui ne va pas trop exercer de pression sur les points. Donc, il faut qu'on parle de facteur de chute pour bien comprendre pourquoi on prend une corde dynamique, après qu'elle soit à simple, double ou jumelée. On verra les autres modèles. Mais pourquoi on prend une corde dynamique? On explique juste ce facteur de chute. Donc, le facteur de chute, c'est la hauteur de chute sur la longueur de corde. Ouais. Donc, on voit bien que si la longueur de corde elle est grande, le facteur de chute il est faible. Ouais. Et du coup, plus il est faible, plus ça absorbe et plus la sévérité de la chute elle sera faible. Ouais. Voilà. Donc ça c'est vraiment très 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 important à comprendre ce système-là pour choisir quelle corde pour quelle utilisation. Voilà. Parce que du coup sur une corde, ce facteur de chute il marche que pour les cordes dynamiques. Ouais. Parce que la corde dynamique elle a un absorbeur qui est proportionnel à sa longueur. D'accord. Plus elle est longue, plus elle a de l'absorbeur. Si on prend un tout petit bout de corde dynamique, il n'y a pas beaucoup d'absorbeurs. Si on prend un grand bout, il y a beaucoup. Donc ça, c'est en comparaison aux cordes dont on va parler tout à l'heure, les semi-statiques ou les statiques. Exactement. Le facteur de chute ne marche pas pour ça, puisque la corde, elle, ne va pas absorber d'énergie. Voilà. Certaines, les hyperstatiques, elles n'absorbent pas d'énergie. Donc le facteur de chute, ça ne marche pas. Voilà, c'est un peu un câble, quoi. Voilà. Donc, on en est aux cordes à simple. On a compris, les cordes à simple, c'est pour faire tout ce qui est tranquille au soleil, l'alpinisme, l'escalade sportive, où on a potentiellement une chute. En sachant que moi, quand je chute, j'aime bien chuter à des endroits où je ne viens pas retaper, donc grimper un peu dans le raid. En alpinisme, c'est pas parce qu'on a une corde dynamique qu'on peut se mettre 60 mètres de vol et rouler dans la... Hein? Non. On a bien compris. Hein. On va passer du coup aux cordes à double, parce que la corde à simple, si j'ai 60 mètres, je peux monter de 60 mètres et descendre de 30. On est d'accord? Point poulie au milieu, j'ai donc 30 mètres de chaque côté. Je monte de 60 puisque j'ai une corde à simple, mais je descends de 30. Du coup, on a inventé la corde à double. Voilà. Donc la corde à double, c'est une corde dynamique aussi qui va être d'un diamètre plus petit. Plus fin, ouais. Voilà. Pour une question de poids, vu qu'on en amène deux. On peut faire des cordes à double en prenant deux simples. Oui, ça marche. Ça marche très bien, sauf qu'on traîne des cordes plus grosses. Et potentiellement, elles absorbent un peu moins parce qu'elles sont deux fois. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on prend des cordes à double qui sont plus petites, plus légères. Elles vont du coup absorber un peu plus potentiellement. Et elles nous permettent aussi de clipper les points dans une voie où il y a beaucoup de tirage comme en alpinisme. Ouais. Pour pouvoir faire des grandes longueurs, le tirage c'est quoi? C'est quand la corde ne va pas complètement droit, elle frotte trop. Elle fait un angle. Voilà, sur les mousquetons. Cet angle, il fait du frottement et du coup quand on grimpe, ça nous tire vers le bas. Voilà, et c'est très pénible. Alors c'est soit dans la verticalité
parce que ça va pas droit, soit parce qu'aujourd'hui on se met à grimper dans du très raide et vu qu'il y a des angles des plafonds, ben, ça fait la même chose. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y a un angle Serré, marqué, ouais, il y a du frottement et du coup, ça nous empêche de monter, quoi. exactement. Donc c'est bien de savoir gérer le tirage. Donc une corde à double peut gérer le tirage et aussi, vu qu'on a 2 fois ce coup-ci 60 mètres par exemple, on peut monter de 60 Et descendre de 60 d'un coup. et redescendre de 60. Vu que c'est souvent des cordes qu'on va utiliser dans des grandes voies, des endroits où on fait des grands déplacements, l'alpinisme, donc on va faire des grandes longueurs de 60 mètres, on a vite fait de grimper 1000 mètres, voilà, des rappels posés à 60, là quand on grimpe à Gran Musa, maintenant on peut faire des lunules, donc on fait les rappels exactement où on veut au bout de la corde. En 4 rappels de 60, on a quand même descendu 240 mètres. Donc ça va vraiment très très vite. Là où avant, on était obligé de faire des zigs, des zags, on ne pouvait pas passer les obstacles. Voilà. Donc là, la corde à double, elle est très intéressante pour sa capacité d'absorption, le fait qu'on peut gérer le tirage, le fait qu'on peut monter de 60 si on a une corde de 60 et descendre de 60. Voilà. Après, il y a plus de différents diamètres. Et on va bien se rappeler que plus elles sont fines, oui, voilà, plus elles sont fragiles, tout ce qui est frottement sur le rocher ou arête tranchante. Ouais. Et puis surtout, plus ça va être dur d'arrêter une chute. Donc ça, il faut bien le garder en mémoire. Il faut que pour chaque type de corde, on ait le bon outil en face pour faire le freinage, donc l'assurage. Parce que si on a un outil qui est surdimensionné par rapport à la taille de la corde, ça va être très compliqué de faire... On regarde les notices techniques des fabricants pour voir est-ce que mon appareil d'assurage est compatible avec ma corde. En gros, le saut, le reverso chez Pelz, en sachant qu'après, il y a aussi d'autres méthodes. En mettant par exemple plusieurs mousquetons dans le saut, on peut réussir à freiner encore plus. Donc il y a toujours plein de méthodes. Ça, on peut en discuter. Là, on parle des cordes. Et du coup, je glisse une petite info. Donc, on fait attention quand on a une corde neuve, parce que le freinage il est pas pareil qu'une corde vieille. Exactement. Donc ça aussi, c'est pareil. Quand on change de corde, on met plus de précautions. Mais normalement, on a un autobloquant dans le rappel, donc ça devrait aller bien. Normalement. Donc la corde à double, c'est fait. Maintenant, il y en a une qui ressemble à la corde à double, qui a le goût de la corde à double, mais qui n'est pas une corde à double. C'est la corde jumelée. C'est ça. Donc qu'est-ce que c'est la corde jumelée? Alors la corde jumelée, c'est une corde souvent qui est un peu plus fine qu'une corde à double. Ok. Et par contre, il va falloir clipper les 2 brins en même temps chaque fois que je progresse. Pourquoi on ne peut pas clipper qu'un seul brin? Parce qu'elle n'est pas dimensionnée pour chuter sur un seul brin. Un seul brin n'est pas assez solide pour recevoir, pour récupérer toute l'énergie. On pourrait arriver à la rupture de cette corde-là. Ouais, si on faisait plusieurs chutes. Si on faisait plusieurs chutes. Voilà. Ok. Elle pourrait retenir peut-être une chute, mais pas à 52. Ok. Voilà. Voilà. Donc c'est des pas cordes. Fait pour. Voilà. On va avoir la même utilisation du coup qu'une corde à simple, c'est-à-dire qu'elle va être clippée dans tous les mousquetons à la montée. Ouais. Mais par contre, on a l'avantage du poids et de pouvoir descendre la même hauteur que ce qu'on monte. Si elle fait 60 de montée, on peut descendre 60. L'inconvénient, c'est que pour gérer le tirage, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est arête tranchante. Voilà. Alors ça, arête tranchante, est-ce qu'il vaut mieux une corde un peu plus grosse que 2 petites? Là, a priori, elles passent aux mêmes endroits. Donc, normalement, une grosse corde, c'est plus solide que 2 petites. Ouais. Mais on peut avoir la chance qu'elles passent à côté. C'est pour ça qu'en montagne, on utilise souvent des rappels sur les arêtes tranchantes, voire même des fois, on utilise une corde à simple qu'on met en double. Il vaut mieux avoir 2 cordes qu'une seule, ça c'est sûr. Mais par contre, on ne pourra pas édicter une loi en disant que telle corde est plus résistante que telle autre. Ce qui fait qu'elle est résistante, c'est son diamètre. Hein. Si on fait très simple, si on a la même matière, ce qui fait la résistance de la corde aux arêtes tranchantes, c'est le diamètre. Donc plus c'est gros, plus c'est solide. D'où cet épisode d'ailleurs, pour vraiment qu'on remette un peu l'église au centre du village, parce que souvent, de plus en plus, je vois des choses qui sont faites avec du matériel qui ne sont pas adaptées à ce qu'elles devraient être. Alors ça marche souvent, la montagne est très courtoise, mais on est souvent un petit peu borderline, voire en dehors des clous. Donc, on a souvent de la chance aussi. On a souvent de la chance. Ce n'est pas le premier épisode où on dit ça. Autant mettre toutes les chances de son côté. Exactement. On va passer aux cordes dites semi-statiques, voilà, qui sont des cordes qui permettent quoi? Qui permettent principalement la progression. La progression, donc c'est-à-dire le déplacement sur la corde. Voilà, soit monter, soit descendre sur la corde. Voilà.
Voilà. Donc c'est des cordes qui vont être beaucoup pour tout ce qui est canyon, spéléo. C'est des cordes en fait, c'est que dès qu'on veut être dans de la verticalité, qu'on veut se déplacer dans cette verticalité-là, on va prendre ce type de corde-là. Pourquoi on prend des semi-statiques et pas des dynamiques? Alors, on prend des semi-statiques parce que quand tu remontes dessus, la semi-statique, elle va moins faire l'effet yo-yo. Ouais, donc l'effet élastique. Voilà. Du coup, c'est plus agréable pour monter. Et l'autre point positif, c'est que si elle avait le malheur de toucher à un endroit, Elle frottera moins. ça ne ferait pas. Ouais, bien là que je te coupe. Voilà, c'est ça. Donc, vu que c'est des cordes pour se déplacer dessus, c'est des cordes qui vont être placées à ce que nous, on appelle en corde fixe. Voilà. Donc, elles vont normalement pas bouger de l'endroit. Donc, ça demande une très grande rigueur pour être sûr que la corde soit très bien placée et qu'elle ne frotte pas à des endroits. Ouais. Et pourquoi c'est des diamètres qui sont relativement petits? Parce que là, ça va de 10 à 8. Ouais, alors en sport, de 10 à 8. C'est parce que, par exemple, en spéléo, si on veut descendre à moins 1000, donc moins 1 km, il nous faut combien de cordes? Minimum 1000 mètres. Ouais, donc 10 fois 100 mètres. Donc ça commence à faire du monde, ça commence à faire beaucoup de kits de cordes. Donc c'est pour ça qu'on va prendre des diamètres qui sont petits pour réduire le poids, pour pouvoir transporter 10 fois 100 mètres, c'est énorme. Donc là, il faut déjà être une grosse équipe. Donc on va descendre ces 10 fois 100 mètres qu'on va placer de façon très très précise, en mettant les relais aux bons endroits pour être sûr qu'il n'y ait pas de frottement, pour faire les bons renvois. On va descendre jusqu'au fond du trou, et quand on est au fond du trou, match retour, on remonte sur des cordes, et là on récupère toutes les cordes, on va récupérer donc 1000 mètres de cordes pour pouvoir ressortir. Remonter. Voilà. C'est pour ça qu'on va utiliser ce type de corde semi-statique pour pas que ça soit qu'on ait envie de vomir en remontant. Et pour s'économiser. Pour s'économiser et pour pas que ça frotte. Voilà. D'où la famille semi-statique. Et ce qu'on peut rajouter dans le semi-statique, donc deux choses, c'est semi-statique, ça veut dire que elles sont pas complètement statiques, donc c'est pas complètement des câbles. Ouais. Donc on peut prendre des petites chutes dessus, elles absorbent un peu, mais que des petites chutes, et l'absorption, le ressenti de la personne sera un ressenti de chute un peu séché. D'accord. Pour les grimpeurs. Ouais. Bam. Voilà, c'est parce que vu qu'on va être sur la corde, ça peut arriver d'être attaché à la corde et de faire une glissade et de tomber sur la corde. C'est pas des cordes qui sont faites pour tomber dessus comme en escalade sportive. On va pas grimper en tête et tomber dessus. Mais au cas où, elles peuvent quand même absorber un petit peu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les semi-statiques et qu'elles sont un petit peu quand même élastiques. Voilà. Et par abus de langage, en France, on appelle ça des stats. Ouais. Alors mais les stats, c'est des semi-statiques. Il n'existe pas de cordes statiques vendues en Europe. Sauf les hyperstatiques, on va venir tout à l'heure, qui sont faites. Mais c'est des cordelettes. C'est des cordelettes, c'est pas des cordes. Pas des cordes. Voilà. On va passer donc aux cordes statiques qui n'en sont pas. C'est pas des cordes statiques en France. C'est donc des cordelettes statiques. Pourquoi? Si on veut être précis, c'est pas des cordes statiques en France pour la partie EPI. Ok. Mais dans la voile. EPI, ça veut dire quoi? Équipement de protection individuelle. Okay. En fait, c'est pour protéger l'utilisateur. Ouais. Dans la voile, pour tirer les voiles, c'est des cordes statiques. Bien sûr. Mais nous, pour progresser dessus, en tant qu'humain, on a. Donc vous voyez bien la différence entre une corde dont on va serrer pour progresser dessus et une corde dont on va serrer pour tirer une voile sur un bateau. Voilà. C'est pas la même. Deux familles de cordes. Ces cordes-là, on ne va jamais les utiliser en montagne. Voilà. Parce que la corde du bateau, si elle casse, c'est pas très grave. Il n'y a pas de mort. Voilà, normalement. On fait un nœud et on retire dessus et ça marche. Alors que nous, on est pendu dessus. Donc on va parler de ces cordelettes statiques. Ouais. Donc en dessous de quel diamètre? Alors en dessous de 8,5, c'est des cordelettes. Voilà. C'est une norme européenne. Ouais. Tout ce qui est en dessous de 8,5 en statique, c'est des cordelettes. Ouais. Chez Pels, il y en a une que moi j'adore et que j'utilise depuis très longtemps, qui s'appelle le RAD. Ouais. Voilà. Donc elle fait combien en diamètre? 6 mm. 6 mm de diamètre. D'accord. On la trouve en deux longueurs, 30 ou 60. Ouais. Voilà. Et c'est des cordes que moi j'utilise pour faire de la progression ou du secours. C'est ça. Voilà. Mais je ne vais pas l'utiliser pour grimper en tête, voilà, et tomber dessus. C'est-à-dire que ça va être ma corde de rappel ou ma corde de déplacement sur glacier, parce qu'à ce moment-là, c'est moi, avec mes skis, qui vais faire l'absorbeur d'énergie. C'est toi qui freines avec tes skis, voilà. Et du coup, ça absorbe la chute. C'est-à-dire que la corde, la force du collègue va être tout de suite transmise à moi de façon très nette, et c'est mon dérapage qui va me permettre de faire l'absorption s'il y a une chute en crevasse. Plus peut-être les nœuds que je vais avoir mis sur la corde.
Voilà. Donc, je vais quand même essayer de freiner cette chute grâce à mon dérapage. C'est pour ça que c'est une corde que moi, sur les glaciers, si j'ai des crampons, je ne vais pas trop utiliser parce que c'est super dur de freiner en courant. Même si, comme tu peux le dire, c'est l'implication de la personne. Ouais. Voilà. Donc en fait, il y a des gens, cette corde, ils n'aiment pas l'utiliser avec des crampons. Ouais. Parce que si on essaie de retenir la chute, on peut avoir l'effet bouchon. Donc toi, c'est un peu ce que tu ressens. Ouais. Et à l'inverse, il peut y en avoir qui apprécient parce qu'en fait, quand ça chute, ils se mettent à marcher. Ils ont une sensation directe. Voilà, et ils arrivent à freiner. C'est comme les outils, c'est en fonction de est-ce qu'on aime cet outil, on l'essaye, on l'aime, on le garde, on l'aime pas, on l'utilise pas. Donc il a dit quelque chose d'important, c'est qu'il faut essayer les outils. C'est Il y en a, j'entends souvent dire ouais ça c'est de la merde, ça marche pas. Allons faire 2-3 essais sur le glacier. À ce moment-là, on se contrassure, on essaye, on fait tomber un sac au bout et on essaye de l'arrêter. On essaye de l'arrêter au demi-cave, on essaye de l'arrêter en glissant en ski, on essaye de l'arrêter en crampon. Toujours en se donnant de la marge pour ne pas se blesser. Ouais. Mais au moins, on a fait des essais. On sait de quoi il en ressort. C'est comme avec mon DVA, je m'entraîne avant d'aller au ski. Je connais mon matériel. Aujourd'hui, il y a souvent trop de discours où on ne s'est pas entraîné, mais on dit que ça, c'est pas bien. Ça va pas. Il faut connaître les points positifs, les points négatifs de chaque outil et les avoir utilisés. Ouais. Voilà. Donc moi, je sais qu'en ski, et c'est un énorme avantage que j'ai, c'est que maintenant, j'ai très souvent 90 mètres de corde avec moi pour pouvoir me déplacer dans la montagne quand c'est très raide. Et ça me donne énormément de marge pour aller checker les pentes, pour passer des obstacles, pour aller voir des obstacles. Et ça me donne aussi énormément de marge si je dois faire un secours, si je dois faire un traîneau de fortune, il y a plein de choses. Mais voilà, j'adore avoir de la corde avec moi en montagne et cette corde-là, elle répond à beaucoup de situations. Donc en fait, cette corde-là, le gros avantage, l'avantage principal, c'est qu'elle est légère. Ouais. Qui dit légère dit qu'elle est hyper statique, parce qu'en fait, la matière utilisée, c'est pas de la matière dynamique. Ouais. En fait, cette corde, c'est un peu comme un câble. C'est une corde chute interdite. Ouais. Chute, si on est attaché à un ancrage, interdite. Ouais. Si on est relié à l'autre pour le retenir, ça marche. Si c'est nous l'ancrage. Ouais, si c'est nous qui absorbons et qu'on peut se déplacer en même temps, ça marche. Ça marche. Donc c'est pour ça que pour traverser un glacier, c'est une corde qui peut marcher. Mais par contre, si on reste en tension. Si on reste, ça marche avec toutes les cordes, hein, la tension. Parce que oui. Oui. J'ai jamais vu quelqu'un qui a arrêté une chute sur un glacier s'il n'était pas en tension. S'il y a du mou. S'il y a du mou, tu pars comme un bouchon. Toujours en tension. Et voilà. Et les jours où j'ai besoin, parce que je sais que dans ma journée, je vais peut-être avoir à gravir un obstacle et à grimper vraiment, eh ben, on est deux, on est une cordée. Il y en a un, il prend des rades. L'autre, il prend un bout de corde dynamique. Et avec 30 mètres de corde dynamique et 90 mètres de stat, je peux descendre 60 mètres en rappel. Je suis tranquille, je peux aller partout et je peux grimper des longueurs de 30 mètres. Quand on connaît les outils, quand on les a un petit peu utilisés et qu'on sait à quoi ça sert, c'est très facile d'avoir un petit set à la maison qui fait à peu près tout. Moi, je sais qu'en ayant un petit peu de rade et un petit peu de corde à simple, je pratique quasiment toutes mes activités. Ça, c'est personnel. Donc, on a vu cette corde hyperstatique. Et en plus, elle est quand même très fine, très facile à utiliser, très facile à bourrer. Moi, je la mets souvent dans une pochette, donc c'est des cordes que j'enquitte. Parce que l'autre gros avantage de ce genre de cordes-là, c'est que plutôt que les grosses cordes qu'on plie, moi, ce que j'aime, c'est les enquitter, c'est-à-dire les entasser dans un sac. Et comme ça, j'ai toujours un mousqueton qui sort de mon sac à dos avec ma corde enquittée. Et en fait, un des trucs qui change la donne avec les cordes en montagne, c'est de pouvoir l'utiliser. La plupart du temps, pourquoi on ne l'utilise pas? Parce qu'elle est juste pliée au fond du sac et qu'on a la flemme. On dit « Ah, ça va faire. Attends, je vais voir. Ah, ça va faire. » Alors que là, je prends mon mousqueton. Même s'il a oublié son harnais, je lui passe autour du ventre. Je fais un nœud, je le tiens. Je me mets de l'autre côté, je m'assois dans la neige. Je dis « Vas-y, va voir maintenant. » Et là, il va voir. Et donc, si la moindre chute, j'arrête instantanément. Ce qui est intéressant avec ça, c'est d'avoir la corde enquittée pas loin. Ça permet de l'utiliser à tous les coups. Si elle n'est pas prête, tu l'utilises pas. Exactement, c'est le problème que je vois moi souvent même avec les sacs à dos. Quand un sac à dos il est mal fait ou les sacs à dos en haute, ce dont tu as besoin est au fond du sac, tu es fatigué, tu ne vas jamais le sortir. C'est pour ça que d'avoir un sac à dos adapté, c'est bien, et d'avoir une corde enquittée, c'est top. C'est que j'ai un sac qui s'ouvre de tous les côtés, et comme ça, je peux prendre ce que je veux, d'où je veux. Et ma corde, elle est enquittée dedans, dans une pochette, et comme ça, c'est hyper facile. Et si je dois la donner, je donne la pochette à quelqu'un. Attends, je vais voir. Attends, on met la corde.
La corde, pour moi, c'est vraiment cet outil de prévention la plupart du temps. C'est le seul outil, moi, que j'ai en montagne qui me met réellement en sécurité face à une situation complexe, parce que ça devient comme une barrière. Elle me protège totalement de la chute avant de tomber. À la plupart des gens qui vont en montagne, peu importe le type d'activité, d'avoir un bout de corde avec eux. Voilà, parce que ça change vraiment la donne. On a un obstacle à passer, mais même un petit ressaut de 2 mètres, hein, on s'attache à un arbre, on l'a juste dans les mains, on n'a pas besoin d'avoir un harnais, un mousqueton. Rien. Juste, on a une main courante. Ben, ça change la donne. Ça nous remonte notre niveau de marche. Après, dès que ça devient très technique, bien sûr qu'il faut savoir faire un relais, avoir un harnais s'il y a une chute possible, et un mousqueton pour savoir descendre dessus ou un saut. Un vrai rappel. Ouais. Il y a vraiment toute la panoplie qui est possible. Souvent, quand on parle de corde, on parle de choses, les gens le prennent comme quelque chose de très technique. Oui, ça peut être très technique, mais ça peut être aussi très simple. Un petit nœud avec une boucle, tiens la boucle dans ta main, ok, je te tiens. Tu vas voir, ah oui, effectivement, c'est bien un canyon en dessous et ça tombe profond, on ne peut pas passer. Je reviens. Alors que si on n'a pas ça dans la main et qu'on glisse sur la mauvaise touffe, en bas. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en place, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'éveille, de mettre en place une solution avec la corde. Ça peut être un bout de sangle aussi, hein, si c'est juste pour 2 mètres. Mais il faut avoir quelque chose quand on va en montagne. Je trouve que c'est essentiel que ça va. Voilà. Donc ce qu'il faut regarder sur ces cordelettes hyper statiques, c'est en grande partie la tenue en main qu'on a. Voilà. Donc important, et puis pas une cordelette qui fait de la nouille dans le sac. Très facilement, parce que plus elles sont fines, plus elles ont tendance à faire de la nouille. Ouais. C'est pour ça que moi j'adore en quitter ce type de corde. Ouais. Comme ça, j'ai jamais aucun problème de nouille. Ça prend 1 seconde à faire à chaque fois. On a toujours un peu la flemme de le faire. Mais une fois que c'est fait, elle est prête au futur emploi. Voilà, donc ça, c'est des techniques bien utilisées en canyon, par exemple. Exactement. Tous les canyonneurs, ils en quittent leur corde. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle soit prête à l'emploi. Les kayakistes le font aussi. Ouais. Ils ont une corde en quitté et eux, ils jettent. S'il y a un secours à faire, ils jettent le kit à la personne qui attrape le kit. Donc la corde, il faut qu'elle se déplie instantanément. Ils l'ont pas loin. Il y a un problème, je lui jette une corde. La corde. Le gars, il l'attrape, on le sort de l'eau. Et moi, je trouve que c'est des méthodes qui marchent très très bien en alpinisme, qui sont peu utilisées, mais qui marchent exceptionnellement bien en montagne. Mais c'est vrai que l'enquitage, c'est moins connu chez les grimpeurs et chez les montagnards. Exactement. Qui prennent l'outil et la méthode. Exactement. Donc, c'est bien de connaître tous les outils, toutes les méthodes. Et moi, à chaque fois, je fais mon mix en fonction des activités de ce que tu as besoin et ce que tu aimes. On va juste donner 2 mots sur les nœuds de jonction. Ouais, parce que des fois, voilà, il faut attacher 2 cordes ensemble. C'est ça. On a 2 fois 60. Il faut les attacher ensemble pour faire un rappel. Donc on entend plein de choses sur les nœuds de jonction. Le nœud de 8 c'est bien, le nœud de 8 c'est pas bien, le nœud à simple c'est bien, le nœud à simple c'est pas bien. 2 fonctionnent en termes de résistance, je parle. Après c'est des questions d'habitude. Ouais. Ce qui est hyper important donc avec ces 2 nœuds, surtout le nœud de 8, c'est qu'ils soient serrés, les 4 brins bien serrés et qu'il y ait bien 30 cm de rab derrière le nœud. Okay. S'il n'y a pas ça, s'il n'est pas bien serré, le nœud de 8 il peut se rouler sur lui plus facilement que le nœud simple. Donc quand on appelle rouler, c'est-à-dire que le nœud peut se défaire par la pression et du coup on se retrouve devait avoir une corde attachée à une corde qui est plus attachée. Voilà. Donc ça pose quand même un petit problème quand on pose un rappel. Donc ça c'est pour les cordes dynamiques. Ouais, de rappel et jumelées. Et dès qu'on a des cordes de petit diamètre ou de diamètre différents, on préconisera 2 nœuds simples l'un derrière l'autre. 2 nœuds simples à la suite. D'accord, comme ça, il ne peut pas passer dans le premier non plus. Parce que le nœud de pêcheur, ça marche très bien aussi. Mais par contre, du coup, c'est des nœuds qui sont hyper durs à défaire. Ouais, parce qu'il a parlé de difficultés à défaire. Quand on fait des grands rappels et qu'on en fait souvent et qu'on doit défaire les nœuds, j'aime bien pouvoir les défaire facilement. Mais si moi, je peux les défaire facilement, ça veut dire qu'il peut se défaire facilement. Donc, c'est pour ça que je fais souvent 2 nœuds à la suite. Si c'est 2 nœuds qui peuvent se défaire facilement, le deuxième ne peut pas passer dans le premier. Donc, c'est plein de petites choses à connaître. Il faut juste savoir pourquoi on fait un deuxième nœud, par exemple, derrière un premier. Si on ne se sent pas à l'aise, on fait un deuxième nœud et il n'y a plus de problème. Ouais. Donc, toujours connaître toutes les solutions aux problématiques et choisir la sienne qui va en fonction. C'est ça. Un autre truc qu'il faut qu'on voie, c'est les relais, rapidement, parce que pour tout ce qui est déplacement vertical, on s'attache à quelque chose. Moi, je vois beaucoup de choses en ski de montagne, par exemple, où les gens arrivent sur des relais
qui sont posés là, l'année d'avant, il y a 2 ans, il y a 5 ans, comme si c'était quelque chose d'aseptisé, comme si c'était le relais en salle, et ils se jettent là-dessus, ils s'attachent là-dessus sans le contrôler, ils donnent au relais toute leur confiance. Ça, moi, ça ne me va pas du tout. Ben, je moi pense, non plus, ouais, on est d'accord, il faut refaire le relais, si on doit avoir le matos pour refaire, il faut tout contrôler, parce que le relais, il a peut-être passé 2 saisons, il n'est peut-être plus du tout en capacité de tenir juste notre poids à la descente. Il a peut-être pris des chutes de pierre. Si c'est des pitons, ils ont peut-être bougé parce que la roche, elle gèle et elle dégèle. Voilà. Donc, c'est à nous de remettre en état les relais et d'être sûr que ce sur quoi on descend, ça va supporter notre descente. Voilà. C'est ça. C'est pas, ah tiens, il y a un relais, super, je m'y attache. Il est bon. Voilà. Non, il n'est pas forcément bon. Donc, penchons-nous un petit peu sur les relais, sur comment on fait les relais. Et il y a un autre truc dans les relais, moi, qui m'étonne beaucoup, c'est que je vois beaucoup de relais aujourd'hui où je vois 2 lunules qui sont liés par une petite cordelette de en gros 4 mm avec un nœud et juste une boucle. Et là, tous les gens qui se mettent à faire des rappels à la queue leu sur cette boucle-là. Donc, quand on fait un rappel de 60 et qu'on tire la corde sur corde, je ne vous fais pas de dessin, mais en général, ça fait quoi? Ça la brûle. Ça brûle un peu la gaine, ouais. Et là, tout le monde arrive et personne remplace les cordelettes. Ou, moi, ce que je trouve qui est mieux, c'est quand on met des cordelettes très fines comme ça, ben, c'est de faire 2 lunules, mais après, on fait 2 boucles. Comme ça, au lieu de descendre dans 4 mm, on descend dans 8 mm. Donc, c'est déjà un peu mieux. Si on ne laisse pas un morceau de métal, ce qui est encore mieux. Comme ça, il n'y a plus d'usure. Donc, tous ces trucs-là, je trouve qu'en montagne, je vois de plus en plus de gens qui pratiquent sans se poser du tout de questions. Et ça amène à pas mal de problématiques. Ouais, voilà. Posons-nous les questions. Voilà. Hein. Pourquoi je descends sur ça? Comment je m'attache? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est pas solide? Pourquoi j'utilise tel type de corde? Pourquoi j'utilise tel type de relais? Voilà. Un relais qui est en place n'est pas un relais forcément solide. Je pars en montagne. Ouais. Donc on doit se poser la question, et si on a le doute, qu'est-ce qu'on fait? On le refait. On refait. Voilà, on refait. Et on lève le doute. On lève le doute. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Et si on n'a pas de doute, on se pose la question. Ouais, aussi. Voilà. Olivier, merci pour toutes ces réponses. Eh ben, merci Tony. Merci pour l'accueil. Moi, c'était le dernier épisode de la saison. Maintenant, je vais passer à que des petits bouts de films sur tout ce qui est Demert Kit, Kiss Me, donc tout ce qui est kit de secours et kit de débrouille, plus plein de petites vidéos sur justement toutes ces techniques. Quel nœud je mets sur une corde, quel type de réverso j'utilise, pourquoi je prends tel mousqueton pour m'attacher. Voilà. Donc je vais faire plutôt des vidéos courtes jusqu'à la saison de l'année prochaine, où je repartirai sur 6 nouveaux sujets, soit sur les hommes, soit sur le matos, soit sur le terrain, soit sur les conditions. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de regarder de nouveau les anciens épisodes. Maintenant, il y en a 12. Ça commence à être assez vaste. N'hésitez pas à interagir, à me poser vos questions. Je vous y réponds avec grand plaisir. Bonne fin d'hiver à tous et bonne Monscagne. Allez, ciao! Ciao! Le guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michelin.